Bonjour à tous. Normalement, vous avez ma présentation sous les yeux. Est-ce que c'est bon? Parfait. Ok, cool. Bonjour, bienvenue à tous. Donc effectivement, Edouard nous a proposé de participer aujourd'hui, à la fois pour une session de sensibilisation, information autour du bien-être animal et de son évolution actuelle, et puis après, dans un deuxième temps, plus brainstorming sur le bien-être des ruminants. Donc non, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter. Effectivement. Je suis prof avec AgroSup en bien-être animal et je fais du bien-être animal depuis les années 2000-2001. Donc ça remonte à un petit moment. Et j'ai commencé en fait sur le bien-être des taurillons à l'engrais, les taurillons qu'on élève et qu'on engraisse pour faire de la viande, et l'impact du réallotement, donc le comportement social entre les animaux, comment ça pouvait impacter leur bien-être. Et ensuite, je me suis plutôt tourné sur tout ce qui était évaluation du bien-être animal. Et depuis maintenant 2-3 ans, je m'occupe de la chaire bien-être animal qui a un but de formation et d'information autour du bien-être. Mais Raphaël vous en parlera peut-être un peu tout à l'heure. Et donc, on pourra en reparler à ce moment-là. Les questions, elles sont toutes bienvenues. Il n'y a pas de mauvaises questions. Posez-les toutes. Et on essaiera d'y répondre à la fin de la présentation. Sachant qu'avec Raphaël, on a plutôt essayé de faire des présentations un peu courtes, pour avoir du temps pour les questions, donc ça serait bien qu'il y en ait et qu'il y ait un débat intéressant entre nous. Donc le plan, alors cette première partie, c'est que les deux premiers items. Moi, je vais vous parler attente sociétale en matière de bien-être animal et évolution de la réglementation. Hein, les deux sont fortement liés. Et comme le disait Edouard, Raphaël va parler intégration bien-être et labellisation avec les différentes démarches qui se mettent en place. Il y aura peut-être certains éléments qui seront redondants, mais vus d'un œil différent, donc pas de panique. Alors, le bien-être animal, en fait, l'attente sociétale, on en entend beaucoup parler. C'est quelque chose maintenant, on peut plus ouvrir un journal qui soit vétérinaire ou non vétérinaire sans avoir du bien-être animal. Et on voit des attaques de certaines associations. Là, je vous ai mis une image de L214. Les animaux, c'est pas de la bouffe, manger de la viande tue. Ça peut être aussi des initiatives des industriels. Là-dessus, Raphaël reviendra, mais avec ici l'étiquetage bien-être animal pour les poulets de chair et Monoprix qui a été récompensé pour son engagement en faveur du bien-être animal. Il y a aussi des aspects réglementaires et politiques, hein, avec en 2016 la stratégie nationale pour le bien-être et puis plus récemment toutes les propositions de loi, dont la dernière qui vient d'être adoptée, qui était proposée notamment par notre collègue et confrère Loïc Dombreval. C'est une attente de la société. Hein. Vous voyez là, c'est un numéro de 60 millions de consommateurs. Bien-être animal, sévérité qu'on nous cache ou qu'on vous cache. Et enfin, ça peut être aussi un buzz marketing avec certaines startups qui jouent sur cette notion-là pour essayer de développer des produits dans des marchés de niche. Là, c'est Poule House. Vous en avez peut-être entendu parler. C'est l'œuf qui tue pas la poule. Et donc, il promet une retraite confortable aux poules à la fin de la période de production en échange d'un prix de l'œuf à 1 € l'œuf. Donc en fait, le bien-être animal, c'est différents points de vue. On en parle beaucoup, mais il y a vraiment différents points de vue de la part des associations, des industriels, de la réglementation, de la société. Et l'objectif de cette petite présentation, c'est de faire un petit point de là où on en est et ce qu'on attend. Alors si on reprend la question de l'actualité de certaines associations de protection animale, vous le connaissez tous. Là, j'ai mis quelques exemples. Hein, ces 2 dernières années. Octobre 2019, le supplice des veaux. Octobre 2019, ça attaquait les animaux de laboratoire avec l'association animaliste allemande qui avait attaqué un organisme de recherche avec des primates non humains. Février 2020, c'était l'abattage des bovins. Octobre 2020, c'était l'élevage des poules pondeuses. Et plus récemment, décembre 2020, janvier 2021, l'élevage des porcs, avec la polémique qui s'est faite sur un élevage de porcs qui était fournisseur pour Herta. Le dégoût des choses simples, Herta doit s'engager, qui a eu un impact très important en Angleterre sur la commercialisation des produits Herta. Donc c'est sûr que de toute façon, c'est une question d'actualité pour les associations de protection animale, et c'est quand même essentiellement de là que c'est venu, hein, au début, à la base. Alors, même si c'est venu des associations,
ça a été repris de manière plus globale. Et là, je vous ai mis quelques exemples de réglementation, hein, qui ont été ces dernières années implémentées ou discutées relatives au bien-être animal. Donc janvier 2020, Didier Guillaume, l'ancien ministre de l'Agriculture, annonce des mesures pour la protection et l'amélioration du bien-être animal, avec un document qui était associé. Et il y avait certaines mesures qui étaient préconisées. Il y avait notamment, c'était là où il préconisait la fin de l'abattage et du broyage des poussins. Mais il y avait aussi des notions autour de la formation et des animaux d'élevage. Donc il y avait notamment le Centre national de référence bien-être animal, le CNR bien-être animal, on en parlera un petit peu plus tard, qui devait saisir des pratiques douloureuses en élevage et identifier les alternatives. Alors que ça soit les bourgeonnages chez les ruminants, mais que ça soit la castration chez le porc par exemple, ou la codectomie, ou que ça soit le broyage des poussins. Et donc c'est vrai que ça a donné un réel élan, et il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, on le verra par la suite. Alors si vous avez des questions sur les pratiques douloureuses, il ne faudra pas hésiter à poser la question à Raphaël, qui est spécialiste au moins pour les ruminants de ces questions-là. Il avait annoncé que les financements de l'État devaient être fléchés prioritairement vers les bâtiments qui favorisent l'expression naturelle des comportements des animaux d'élevage, et il préconisait qu'on fournisse une information claire et compréhensible pour le consommateur sur les modes d'élevage et le bien-être animal. Et donc là, c'est toute l'idée que Raphaël va vous présenter de la labellisation en élevage pour garantir une information. Et sans dévoiler le sujet de Raphaël, cette notion-là s'est développée avec l'étiquetage qui a été mis en place il y a 2-3 ans, qui était au début, qui est venu de 3 associations de protection animale, CWF, OABA et c'était pas Wellfarm, et la LFDA, pardon, en lien avec le groupe Casino. Et donc c'est pour étiqueter les œufs, les poulets de chair selon une catégorie de bien-être. Et depuis, quasiment tout le monde a rejoint cet étiquetage, et donc c'est quelque chose qui se généralise pour les poulets de chair. Plus récemment, en septembre 2020, on a eu pas mal d'annonces, hein, le plan de relance. Alors il concerne pas que l'élevage et le bien-être des animaux, hein, bien évidemment, mais il y a une enveloppe de 250 millions d'euros qui a été affectée au volet filière animale, modernisation, sécurité sanitaire et bien-être animal, avec notamment 130 millions d'euros pour un plan de modernisation des abattoirs, 100 millions pour un pacte biosécurité bien-être animal en élevage. Et là, on peut avoir des questions sur cette notion-là, hein, parce que le plein air est un élément plutôt favorable au bien-être animal quand il est bien géré, mais par contre, ça peut poser des questions de biosécurité. Donc là, il y a des compromis à faire. Et puis également 20 millions qui étaient proposés pour le soutien et l'accueil des animaux abandonnés en fin de vie, et donc toute la partie qui est des refuges. Ensuite, alors là, c'était le ministère de l'Agriculture. Le ministère de la Transition écologique s'est emparé de cette question-là avec Barbara Pompili, qui a annoncé la fin progressive de la présence de la faune sauvage dans les cirques itinérants, la fin de la présence d'orques et de dauphins dans les delphinariums inadaptés à leurs besoins de mammifères marins, la fin des élevages de visons, le soutien aux actions collectives des parcs zoologiques pour l'amélioration des conditions de vie des animaux. Donc on voit bien que ça commence à devenir une notion qui est interministérielle, et qui n'est pas uniquement le ministère de l'Agriculture, mais qui est vraiment plus globale. La preuve en est, c'est qu'après on a eu 2 propositions de loi. La première de Cédric Villani, dans le cadre du RIP, le référendum d'initiative populaire, que vous avez peut-être vu passer, hein, qui est notamment soutenu par Xavier Niel et d'autres industriels, et donc qui a pour objectif de mettre fin à l'élevage intensif, fin à la chasse à courre, etc. Et donc Cédric Villani avait fait une proposition de loi dans ce sens-là. Alors il n'a pas eu le temps de la présenter véritablement, donc elle n'a pas eu lieu. Et plus récemment, vous avez entendu parler, j'imagine, du décret du 18 décembre, édité par le ministère de l'Agriculture, qui dit que les pratiques d'élevage susceptibles d'occasionner des souffrances inutiles aux animaux sont désormais interdites. Et donc toutes les pratiques d'élevage douloureuses doivent faire l'objet d'anesthésie, d'analgésie, ou être à minima anesthésie, analgésie, ou sinon interdites. Et je vous ai dit, c'est la castration, c'est la codectomie, etc. 2 autres points importants dans ce décret, c'est que le ministère de l'Agriculture peut imposer aux éleveurs une formation
à des pratiques respectueuses du bien-être animal. Et je peux vous dire qu'il va y avoir un arrêté qui va sortir dans lequel les éleveurs de porcs et de volailles vont être obligés de suivre une formation, si on peut appeler ça une formation, en tous les cas une sensibilisation à des pratiques respectueuses du bien-être animal, et ça va aller relativement vite parce que ça devra se faire dans l'année 2021. Et enfin, à compter du 1er janvier 2022, chaque élevage devra désigner dans son personnel une sorte de référent formé au bien-être animal. Donc ça, c'est vraiment sur la partie élevage, et c'est améliorer la formation pour que les gens s'en saisissent, et puis nommer un référent, un peu comme il y a dans les abattoirs, sauf que ça sera un petit peu plus compliqué à mettre en place de mon point de vue. Et puis là, en janvier, vous en avez entendu parler, c'est la proposition de loi contre la maltraitance animale qui vient d'être adoptée avec 79 voix pour, et qui entraîne un certain nombre de conséquences. Ça concerne plus les animaux de compagnie. Donc là, désolé Edouard, je vais quand même parler un petit peu animaux de compagnie, avec la nécessité d'avoir un certificat d'engagement et de connaissance pour l'acquisition d'un animal de compagnie. Donc là, les propriétaires, lorsqu'ils acquièrent financièrement un animal de compagnie ou un équidé, devront obtenir un certificat d'engagement et de connaissance. La vente des animaux de compagnie est réservée aux refuges et aux éleveurs. La vente en ligne est interdite, donc il y a des gens des plateformes qui faisaient ça de manière commerciale, et ça va être un peu compliqué pour elles. Un durcissement des sanctions pour les actes de maltraitance, avec maintenant des peines qui peuvent aller jusqu'à 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc ça commence à devenir des peines sérieuses. L'interdiction progressive de la détention des animaux sauvages dans les cirques itinérants, les delphinariums, sachant que la question n'est pas si facile que ça, parce que dans les delphinariums, il faut savoir ce qu'on fait des animaux une fois qu'on les enlève des delphinariums. Et enfin, le dernier, c'est la fermeture des élevages dédiés exclusivement à la production de fourrure. Au début, dans la loi, c'était uniquement les visons qui étaient cités, et puis il y a eu des amendements, et donc c'est tous les élevages liés à la production de fourrure qui sont dorénavant interdits. Donc là, on voit les associations de protection animale, elles ont fait du lobbying, elles ont lancé des alertes, lanceurs d'alerte, etc. Et puis ça a été repris plus globalement au niveau de la sphère politique, avec vraiment depuis ces dernières années une explosion des mesures en faveur du bien-être des animaux. Cette question-là, du coup, elle a aussi été reprise dans les médias. Alors au début, c'était dans les médias de niche, très petit, puis maintenant, là, c'est dans les grands médias. Je vous disais, on peut pas ouvrir un journal sans le voir. Le dernier en date, enfin à ma connaissance, c'était il y a 2 jours sur Le Monde, les paradoxes de la longue bataille pour le bien-être animal. Et il y a eu sur RTL, bien-être animal, une préoccupation croissante, mais est-ce qu'on progresse? Sur France Culture, sur Le Parisien, ou encore sur France Info, où le bien-être animal faisait partie des mots de l'info de l'année 2020. Donc cette question association de protection animale, sphère publique, politique, elle est reprise globalement dans les médias. Maintenant, tout le monde en parle. Et on peut plus l'ignorer. C'est pas possible. Autant il y a 5-10 ans, quand on disait ouais le bien-être, c'est des bobos écolos ou des associations de protection animale qui s'en saisissent, nous ça nous concerne pas. Maintenant c'est plus possible. C'est plus possible. Cette question-là est une question majeure pour tous les acteurs qui travaillent en lien avec les animaux. Et elle se retrouve bien évidemment du coup chez les citoyens. Alors chez les citoyens, on l'a vu, ils sont impactés, ils sont sensibilisés, les associations de protection animale. Est-ce que ça se retrouve dans la consommation? Globalement, on observe une diminution moyenne et constante de la consommation de viande. Alors, j'ai pas trouvé d'études fiables plus proches de 2016, mais on a une pente qui est également descendante. Et cette baisse, elle s'observe principalement chez les cadres et les ouvriers qui, alors peut-être les ouvriers en consommaient beaucoup et en consomment moins maintenant, et les cadres plus sensibilisés aux questions de bien-être animal, mais aussi d'écologie et de respect de l'environnement, consomment moins et mieux. Alors les jeunes sont encore ceux qui mangent le plus de viande, parce que si vous avez des ados à la maison, eh ben le tacos et le kebab, ça marche encore pas mal. Cette diminution, elle n'est pas due à la proportion de véganes. On entend tout un foin sur les véganes, les végétariens. Alors les véganes, je vous rappelle, c'est ceux qui n'utilisent aucun produit d'origine animale, hein, que ça soit l'alimentation, mais les produits, les vêtements ou les produits cosmétiques et médicaments utilisés
sur les animaux. Donc cette proportion de véganes, elle reste faible et stable en France depuis un certain nombre d'années. Donc là, vous avez sur le camembert la proportion de végétariens qui, elle, reste stable aussi et relativement faible, et qui est de 4%, et la proportion de véganes qui est de 1%. 1%. Les végétaliens, c'est pareil que les véganes, sauf que c'est juste la consommation qui ils mangent pas de produits animaux, ni œufs, ni miel, etc., etc. Mais par contre, ils peuvent porter de la laine ou utiliser des médicaments ayant été testés sur les animaux. Et en fait, cette diminution de la consommation, cette évolution de la consommation, elle se fait par la proportion de flexitariens qui augmente. C'est les gens en fait qui vont par choix manger moins de produits animaux et qui vont avoir tendance à en manger de meilleure qualité. Et donc, vous avez peut-être entendu parler d'initiatives telles que lundi vert, le lundi, on mange pas de viande. Ou à la cantine de nos enfants, il y a de plus en plus souvent un repas végétarien qui est imposé dans la semaine. Donc les flexitariens augmentent et représentent maintenant plus d'un tiers de la population, et c'est ceux-là en fait qui sont le plus impactés et le plus sensibilisés à la question du bien-être animal. C'est ceux-là qui vont être nos lignes de mire. Et les organismes spécialisés estiment que les produits végétariens et véganes vont augmenter. Ça représente 380 millions d'euros dans les grandes moyennes et surfaces, et un potentiel de 600 millions d'euros à 3 ans. Alors vous allez me dire, ouais, mais les produits végétariens véganes, ils représentent un chiffre d'affaires pour une petite population. En fait, c'est que les flexitariens, habitués à manger de la viande, quand ils mangent pas de viande et quand ils font un repas végétarien, ils vont se tourner vers ces produits-là qui sont cuisinés de manière à avoir des exhausteurs de goût et à satisfaire le consommateur. Ces produits ne sont absolument pas mangés uniquement par des végétariens et des véganes. Cette question d'actualité chez les citoyens, donc cette tendance de consommation, elle se retrouve aussi dans leur pensée, dans leur volonté. Et donc là, je vous présente ici l'Eurobaromètre. L'Eurobaromètre, c'est un baromètre à l'échelle européenne qui a été fait en 2016. 2016, c'était la 3e édition et qui interrogeait 27 000 Européens. Donc on a un sondage qui est représentatif. Et donc là, sur le camembert, vous avez à l'intérieur, si vous voyez ma souris, la France, et à l'extérieur, l'Europe. Et donc la question, c'était dans quelle mesure est-ce important de protéger le bien-être des animaux d'élevage. 94% des citoyens européens pensent que la protection du bien-être des animaux d'élevage est importante. En France, on a 98%. Alors en même temps, vous allez me dire, ça n'engage pas à grand-chose, parce que moi, si on me demande est-ce que je pense qu'il faut protéger les animaux, je vais dire oui. Et si on me demande est-ce qu'il faut arrêter la guerre, je vais dire oui. Donc ça, c'est des sondages qui n'ont pas une grande valeur. Ce qui m'intéresse le plus, moi, je trouve le plus important, c'était la question suivante qui demandait est-ce que les animaux doivent être mieux protégés qu'ils ne le sont actuellement. Et là, le taux de réponse est aussi clairement positif, c'est que 80% des sondés pensent que les animaux d'élevage doivent être mieux protégés, et 88% en France également pensent que ça doit être mieux protégé. Donc là, en fait, la ligne, elle est tracée. On va plus s'arrêter. On va aller vers une amélioration croissante. Où est-ce qu'on va s'arrêter? J'en sais rien, mais en tous les cas, on peut plus l'ignorer, c'est plus possible. On va y aller, et les politiques, quand ils voient ça, ils peuvent pas faire autrement que d'aller dans le sens de l'amélioration du bien-être des animaux. Nous, notre rôle, ça sera d'essayer d'avoir une amélioration qui soit pragmatique et qui soit concrète sur le terrain. Ça se retrouve plus récemment. Je vous ai mis le sondage IFOP janvier 2021 pour avoir un petit peu que vous ayez un petit peu une idée de ce qui est attendu. Les Français, ils veulent une interdiction de l'élevage intensif. 85% des Français veulent une interdiction de l'élevage intensif. Alors, quelle est la définition de l'élevage intensif? Je pense qu'ils ne la connaissent pas. Et nous, notre objectif, c'est d'essayer de leur donner un petit peu. Mais donc, malgré tout, ils ne le veulent pas. Et ça, quelle que soit à peu près la tranche d'âge. Et si vous le voyez, les évolutions, ça évolue avec ces dernières années, depuis 2020, une augmentation qui est relativement importante. Ils veulent aussi de plus en plus d'abattage à la ferme.
C'est lié à cette image d'élevage paysan et de non élevage intensif. L'abattoir est quelque chose d'intensif, l'abattage à la ferme est quelque chose de très idyllique. C'est Heidi dans sa prairie, et donc c'est quelque chose qui plaît à l'ensemble des Français. Et donc il y en a 81% qui sont favorables à l'abattage à la ferme, sachant qu'après il y a des contraintes à l'abattage à la ferme qu'il faudra lever, et tout n'est pas si facile. La question qui tue, c'est est-ce que les consommateurs sont prêts à acheter plus des produits qui respectent le bien-être des animaux? Alors dans les faits, oui. Dans les sondages, oui. Il y en a 40% qui sont prêts à payer 5% de plus. Il y en a une petite vingtaine qui sont prêts à payer 10% de plus. Et puis alors il y en a qui sont prêts à payer 20% de plus leurs produits si ces produits respectent le bien-être des animaux. Est-ce que ça se retrouve dans les faits? Alors oui, un petit peu. Ça se retrouve dans les faits, et je pense que autour de l'écran, quand vous achetez des œufs, vous faites attention de savoir s'ils sont élevés en plein air, en cage ou en volière. Et donc vous faites un choix de consommateur pour orienter le mode d'élevage. Par contre, quand on achète du veau, un produit qui est plus onéreux, et ben là, cette évolution ne se retrouve pas forcément parce que le différentiel devient impactant pour les ménages, et donc c'est une différence. Le portefeuille devient, pour cette différence-là, plus important que le bien-être des animaux. C'est aussi une des raisons pour lesquelles l'étiquetage a commencé sur le poulet, parce que les différentiels seront moins importants. Et là, Raphaël vous en parlera. Du coup, les industriels, eux aussi, ils s'y mettent. Et donc, vous avez l'évolution depuis 2012 de ceux qui ont intégré le bien-être animal complètement dans leur stratégie, ceux qui ont implémenté un petit peu, et puis ceux qui ont fait ça de manière très limitée ou c'est pas évident. Et donc, on voit que ceux qui l'ont intégré complètement dans leur business, dans leur stratégie d'entreprise, on est passé de 3 à 22, et donc maintenant il y a vraiment des entreprises qui l'intègrent totalement et pour qui c'est un maître mot, la préservation du bien-être des animaux. La dernière fois, j'étais à une conférence du Conseil national du cuir, il y avait LVMH, Kering, toutes ces boîtes-là, et ils sont, vous imaginez bien, eux, très demandeurs d'amélioration du bien-être des animaux pour leurs produits et pour le cuir qu'ils vont utiliser. Mais on retrouve ça aussi chez des industriels agroalimentaires ou dans certains laboratoires pharmaceutiques. Mais ça, Raphaël vous en parlera un petit peu plus. Alors, comment on peut expliquer cette évolution qui était au début très association de protection animale, puis qui maintenant se retrouve partout? En fait, on estime qu'il y a 3 grands facteurs qui peuvent expliquer cette évolution. La première, c'est la modification de la relation à l'animal. J'y reviendrai juste après. Le deuxième, c'est l'évolution de l'élevage avec une intensification et une industrialisation. Et enfin, le troisième, c'est l'évolution des connaissances scientifiques. Si on prend la modification de la relation homme-animal, il y a un siècle, 42% des actifs travaillaient dans l'agriculture, 50% de la population française vivait en milieu rural, tout le monde avait un oncle, une tante, un cousin qui avait une ferme, polyculture élevage, et on avait une approche utilitaire et pragmatique de l'animal. L'animal était là pour être utilisé et consommé, on le respectait, mais on savait quelle était sa place. À partir des années 1950, il y a eu vraiment une modification du mode de vie, et en 2010, on a 3% de la population qui travaille dans l'agriculture et 85% de la population qui vit en milieu urbain. Et globalement, le contact à l'animal n'existe plus de manière réelle. On a un contact avec l'animal via les barquettes dans les supermarchés ou via une vision complètement idéalisée avec le roi lion qui est au milieu des phacochères et des autres animaux qui normalement il devrait manger, mais tout le monde s'aime, et donc on a une vision de l'animal complètement idéalisée. Et pour preuve, les produits qui rappellent l'animal, les pieds de porc, les têtes de cochon, tout ça, on les retrouve plus chez nos bouchers, ou alors moins, en tous les cas, moins qu'avant. Donc on a eu une modification de la relation homme-animal, et on a une vision idéalisée, et on a maintenant un amalgame entre l'animal de compagnie
qu'on a à la maison. Hein. Une poule, c'est devenu pour certains un animal de compagnie, des mini-cochons, et l'animal d'élevage. En parallèle, et même de manière complètement antagoniste, on a une intensification, une industrialisation de l'élevage. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a fallu nourrir la population à un prix acceptable, et donc on a poussé les techniciens, les éleveurs, les vétérinaires à produire et à transformer l'animal en une machine de production. Et là, je vous ai mis quelques photos. Cette intensification et cette industrialisation de l'élevage, qui a été bénéfique dans un premier temps, a été maintenant un peu exagérée. Et on a des fermes. Alors ça, je pense que Edouard nous en parlera encore un peu mieux. Il a dû voir des très très grandes fermes aux États-Unis. Et on a des fermes de vaches laitières avec pas 1000 vaches, hein, mais 8, 15 000 vaches, des élevages de veaux qui ressemblent plus à des élevages de veaux, où ici c'est un feedlots américain où à un instant T il y avait 100 000 bovins sur le feedlots américain. Et donc ça, le consommateur qui a une vision complètement idéalisée et qui voit ça, via notamment L214, bah lui à un moment, dissonance cognitive, ça passe plus. Troisième point, c'est l'évolution des connaissances scientifiques quand même, avec la reconnaissance de la capacité des animaux à ressentir les émotions depuis peu, et une évolution de la définition du bien-être animal. Tout ça fait que maintenant, le consommateur rejette les conditions d'élevage jugées inacceptables par lui, et donc il l'assimile à l'élevage intensif et une demande de prise en compte du bien-être des animaux. Donc tous les acteurs doivent avoir ça en tête. Maintenant, c'est une demande qui est ancrée et qu'il faudra prendre en compte. Alors, je vous ai pas défini ce que c'était que le bien-être animal. Je vais vous le définir quand même parce que quand les consommateurs demandent ce que c'est que le bien-être animal, généralement ils savent pas bien ce qu'il y a derrière. Le bien-être animal, ça a été défini de nombreuses fois. La dernière définition en date, c'est celle de l'ANSES en 2018, qui dit que le bien-être d'un animal, c'est l'état mental et physique, et donc vraiment ce qui se passe au niveau mental de l'animal, positif, lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que de ses attentes. Et cet état, il varie en fonction de la perception de la situation par l'animal. Et donc, ce qui est important, c'est que l'animal, il perçoit une situation et en fonction de son intégration cognitive, il va analyser cette situation comme étant positive ou négative. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça a beaucoup d'impact sur l'évaluation du bien-être animal. Et donc, il faut toujours regarder l'animal pour évaluer son bien-être. Cette définition, elle est un peu compliquée quand même. Aller sur le terrain, quand on va sur le terrain avec Raphaël, évaluer l'état mental d'un animal, c'est pas facile. Une vache, on y arrive à peu près. Quand on est face à 30 000 poules, c'est un peu plus compliqué. Et donc, elle a été déclinée dans ce qu'on appelle une définition opérationnelle, qui est les 5 libertés, qui a été dictée par le Farm Animal Welfare Council, et qui dit que la première, c'est les grandes catégories à respecter pour satisfaire au bien-être animal. Et donc, les animaux ne doivent pas souffrir de la faim et de la soif. Globalement, ça, dans nos élevages, c'est respecté. Pour produire, il faut qu'ils mangent et il faut qu'ils boivent. Il y a quelques limites pour les coqs reproducteurs, donc les coqs qui font des poussins, parce qu'on cherche à avoir des coqs qui ont un génotype très important pour donner des beaux poussins qui donneront des beaux poulets à manger. Mais par contre, les poules sont des poules qui sont nanifiées pour pas qu'elles coûtent trop cher en aliments quand elles pondent des œufs. Donc on a une espèce de gros coq avec une petite poule, et donc ça pose des problèmes au moment de la reproduction. Donc en fait, on restreint la quantité alimentaire des coqs pour qu'ils aient un très bon génotype, mais un phénotype un peu maigrichon et qui soit moins lourd. La deuxième des libertés, c'est de ne pas souffrir d'inconfort et notamment avoir la présence d'un abri. Alors on pense tout de suite à l'hiver, mais c'est aussi extrêmement important en été, notamment dans le cadre du réchauffement climatique, ça devient un point prioritaire en ruminant. La troisième des libertés, c'est de ne pas souffrir de douleurs, blessures et maladies. Et là, vous, chez Ceva, c'est ici que vous êtes le plus pertinent possible avec notamment les médicaments que vous allez pouvoir proposer, mettre sur le marché pour limiter les maladies ou les douleurs. Le quatrième, c'est pouvoir exprimer les comportements propres à l'espèce. Et là, il y a eu des améliorations. On a maintenant un accès au plein air, on a de la présence de paille dans les élevages de porcs qui est plus fréquente, des animaux qui sont élevés en groupe pour qu'ils puissent jouer, etc. Et donc, on essaye d'exprimer le comportement, de laisser la possibilité à l'animal d'exprimer son comportement naturel.
Bon, tout n'est pas encore parfait, mais il y a eu des améliorations ces dernières années. Et enfin, la dernière, qui est peut-être la plus compliquée à évaluer, c'est l'absence de peur et d'anxiété, ne pas éprouver de peur et de détresse. Et maintenant, on demande même que les animaux éprouvent des émotions positives. Donc ça, c'est 5 libertés. Nous, après, on est capable d'aller les évaluer sur le terrain pour voir si l'élevage en question, il respecte ou non le bien-être des animaux. Mais on n'a pas d'a priori au début, parce qu'on peut avoir des élevages très grands qui respectent la faim, qui respectent tout ça, et des élevages très petits qui ne le respectent pas, et vice-versa. Ça va être très éleveur dépendant. Et donc ça, c'est aussi un point qui est important. Le dernier point que je voulais aborder avec vous de manière plus importante, c'est que cette amélioration du bien-être des animaux, c'est une demande de la société, c'est une demande des politiques, c'est une demande des associations de protection animale, mais c'est quelque chose en fait d'extrêmement bénéfique. C'est bénéfique à la fois aux animaux, c'est évident, mais c'est aussi bénéfique à l'homme. L'homme, il est content d'avoir des animaux en bonne santé, il est plus fier et en état de bien-être optimal, il est plus fier de son travail, il a une augmentation de sa productivité, et donc on a un lien extrêmement fort entre le bien-être de l'animal et le bien-être de l'humain ou le bien-être de l'éleveur. Et donc il ne faut pas opposer les deux. De la même manière, si nos animaux sont bien, il y aura peut-être un peu moins d'utilisation d'antiparasitaires ou d'antimicrobiens, et donc une meilleure préservation de l'environnement. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le concept de One Welfare. Les trois bien-être, le bien-être animal, le bien-être de l'humain et la préservation de l'environnement sont liés et positifs. Et donc cette demande de la société qui est croissante, il faut non seulement l'écouter, mais il faut en profiter pour améliorer nos pratiques et pour pouvoir atteindre un bien-être qui est partagé. Et moi, j'ai fini pour ma présentation.